Salut à tous, les amis. Mozart à l'appareil. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de mise à jour globale. Pour une raison simple. Le marché reste latéral. Oui, nous avons vu un certain rebond. Encore une fois, je supposais qu'il y en aurait un. Mais, pour l'instant, je suis prêt à ne vendre à découvert ce rebond que pour protéger les positions longues restantes, c'est-à-dire mes positions longues à moyen terme sur les altcoins. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Techniquement, le marché est en état de rebond, mais ce rebond, encore une fois, je le dis, est à l'intérieur d'un mouvement latéral. Il est assez faible. Il est incompréhensible pour moi en ce moment, car sur le RSI, nous avons ici une convergence, apparemment un signal de retournement, mais sur le MACD, nous n'avons pas de convergence, nous avons une baisse continue. Et comme si nous n'avions pas vu ce format avant le retournement final. Cela arrive aussi dans environ la moitié des cas. C'est pourquoi je ne veux rien faire avec le prix actuel pour le moment. De plus, même sur le graphique de 4 heures, il semble que nous cassions la moyenne mobile 200 sur le graphique de 4 heures. Nous essayons de la casser en ce moment même. Mais, cela se passe pratiquement sans volume. Il n'y a pratiquement aucune liquidité actuellement sur le marché. Absorber tout cela vers le bas ne posera aucun problème. De toute façon, tout cela peut descendre très rapidement. De plus, sur le CME. Attendez une seconde, il reste encore des gaps non comblés, et ils sont très proches. Les combler est également très simple. Les premiers sont depuis la clôture de vendredi autour de 84 000. Et ici, il y en a un autre, le 13 mars, autour de 80 000 $. Donc, en principe, on peut aussi les combler, sans problème et très rapidement. Compte tenu du fait que nous approchons du 2 avril, lorsque Trump annoncera ce grand jour de la libération de l'Amérique. Selon ses mots, encore une fois, comme il le dit, c'est pourquoi je ne fais rien pour le moment. Le rebond peut aller plus haut. Peu importe pour moi, mon seul objectif maintenant est de prendre un short plus haut, techniquement, et de le maintenir, jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce que je prenne des bénéfices dessus, ou jusqu'à ce que je vois un retournement final, qui pour moi sera quoi maintenant? Au minimum, une consolidation du Bitcoin au-dessus de la marque de 93 000 $, et mieux encore au-dessus de 95 à 96 000 $. Juste au-dessus de ce sommet. Quand Trump a dit que la réserve stratégique serait exactement comme prévu. Et puis il n'a rien dit de clair. À la prochaine conférence. Voilà ce qui concernait le marché. Et maintenant, voyons. Dans quel état se trouve actuellement les détenteurs à long terme et à court terme? Petit, moyen, grand capital, ce qu'ils pensent et quelles conclusions peut-on tirer? Conclusion, basée sur leur modèle de comportement après la chute du Bitcoin à 76 à 77 000 $. C'est parti. Le premier graphique montre les flux nets vers la crypto. Un graphique qui inclut les flux de capitaux, sous forme de Bitcoin, d'Ethereum, ainsi que de stablecoins, qu'ils impriment si la demande sur les marchés augmente. Alors, regardez simplement les barres vertes. C'est notre cumul, sur 30 jours. D'ailleurs, c'est sur une période de 30 jours. Graphique. Flux de capitaux, ou bien sortis. Si nous descendons, ces zones rouges, comme sur les marchés baissiers, cela arrive souvent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est tombé presque à zéro. Du pic à plus de 134 à 135 milliards de dollars. Début décembre 2024. Jusqu'à seulement à un peu moins de 2 milliards de dollars au 22 à 23 mars. En général, ce niveau est une limite. Avant de passer à un marché baissier, c'est-à-dire dès que, au cours des 30 derniers jours, l'afflux net de capitaux se transforme en sortie nette. Ce sont les limites du marché baissier, tant qu'il n'y a pas de sortie nette. La sortie nette la plus récente dans l'historique a eu lieu lors du cycle précédent en 2021, lorsque la Chine a interdit la crypto. Ici, il y a eu une sortie nette due à la panique, mais elle était faible et s'est rapidement rétablie. Ici, il y avait un point important, mais ici, cela ne chutait pas. Le marché boursier chute actuellement, tout comme le marché des crypto-monnaies. Nous sommes maintenant dans un état similaire en termes d'afflux. Eh bien, c'est déjà le syndrome post-août.
Après le carry trade, c'est déjà la période de septembre-octobre 2024, c'est-à-dire avant la victoire de Trump. À ce moment-là, les afflux étaient à peu près aussi bas sur une période de 30 jours. C'est-à-dire que le marché est arrivé à une phase limite. Bien qu'il y ait encore un petit espace de manœuvre pour la chute, il reste encore un peu de marge avant d'atteindre zéro. On peut également regarder ce qu'on appelle le hot supply, c'est-à-dire les offres chaudes. Ce sont tous les détenteurs récents, c'est-à-dire les nouveaux détenteurs de Bitcoin, les nouveaux acheteurs qui possèdent leurs pièces depuis moins d'une semaine. Ils ont également beaucoup diminué, passant de presque 6% du nombre total de détenteurs, à leur pic, y compris toutes les stratégies. Et là, toutes les micro-stratégies, etc. Actuellement, leur part est tombée à 2%. Si nous traçons cette ligne pour tout le cycle actuel, c'est l'une des valeurs les plus basses. Au début de la croissance, conditionnellement, le 5 janvier 2023, ce cycle a commencé. Cette ligne, lorsque j'analyse le graphique depuis le début de l'année 2023, nous montre que, en essence, ce sont des creux. Ce sont des creux auxquels nous sommes arrivés. ET. Cela indique que le moral des nouveaux investisseurs est extrêmement bas. Extrêmement bas. Ils ne veulent pas entrer sur le marché aux prix actuels. Ils ont peur. Ils sont effrayés. Et ceux qui détenaient, pour la plupart, ont vendu. Je reviendrai là-dessus, plus tard, et montrerai en détail à quel point ils ont vendu. Mais pour l'instant, prenons cela en considération, c'est-à-dire les nouveaux portefeuilles qui possèdent du Bitcoin. Moins d'une semaine avec leur Bitcoin, leur part représente maintenant seulement 2% du nombre total de ces détenteurs. Continuons avec ce qui est intéressant. Les options rouvertes, enfin le volume des options rouvertes sur les futurs à travers toutes les bourses. C'est-à-dire, qu'avons-nous ici? Voilà. Ces barres que vous voyez sur le graphique, elles sont mises en évidence par différentes couleurs, chaque couleur correspond à une bourse spécifique. Actuellement sur l'écran, vous voyez cette correspondance, mais ici ce n'est pas important, ici on peut regarder la ligne inférieure. La ligne inférieure, totale, c'est le volume total des options ouvertes, qui est passé d'un pic de 56 à 57 milliards de dollars. Est tombé à 34 milliards de dollars. Ce n'est bien sûr pas une chute de moitié, mais d'environ 40% selon moi. Même plus. C'est une très forte baisse. Par exemple, nous avons eu un pic d'options en mars 2024 à 32 milliards de dollars, puis il est tombé à 23 milliards de dollars, soit environ 30%, et après cela, tout est reparti. Cette situation est à long terme. Avec un mouvement latéral des prix. Actuellement, la baisse est encore plus importante, la diminution de l'intérêt ouvert, les leviers, sont fortement réduits, et je suppose qu'après une telle réduction, le marché doit prendre un certain temps, c'est-à-dire accepter une nouvelle fourchette de prix, avant que nous ne voyions un mouvement ultérieur. D'ailleurs, c'était la même chose en mai 2021, lorsque la Chine a interdit la crypto. Il y a également eu une chute très sérieuse. À ce moment-là, de 20 à 10 milliards de dollars, pratiquement de moitié, également un peu plus de 40%. Et combien de temps a-t-il fallu au marché? De la mi-mai jusqu'au début août environ, avant qu'il ne poursuive ce mouvement haussier et ne renouvelle son sommet. Depuis avril 2021. C'est le marché des options. Suivant. Le marché des ETF au comptant et le marché des futurs sur le CNE. C'est ici. Les barres bleues ou bien violet clair, en gros, de cette couleur. C'est notre changement d'intérêt ouvert sur la bourse CME. Et la ligne courbe orange-jaune, c'est le changement d'intérêt ouvert sur les ETF au comptant. Sur une période de 30 jours. C'est-à-dire avec un lissage de 30 jours, pour ainsi dire. Nous voyons, j'ai pris un graphique spécial depuis le début de l'année 2024, pour que vous puissiez comparer à quel point la réduction de toutes les positions, sur tous les instruments, tant sur les futurs que sur le spot, a été forte. C'est-à-dire que le marché a réduit une partie du risque en liquidant des positions à la fois ici et là. Et cette liquidation a été très significative. Il n'y a jamais eu une telle liquidation
en 2024. Ni en avril-mai, après l'attaque de l'Iran sur l'Iran, ni au début de juillet, ni sur le carry trade. Le 5 août. Il n'y a pas eu une telle liquidation. Actuellement, la liquidation est très significative. Et pour l'instant, cette liquidation se déroule sans divergence. Et ils ont également chuté assez fortement. Les crypto-ETF. C'est la ligne orange-jaune. Avant cela, de telles chutes. Depuis le début de l'année 2024, nous n'en avons pas observé. Nous n'en avons pas observé. Mais, en général, l'histoire des ETF au comptant n'est pas très longue. Elle dure chez nous depuis un peu plus d'un an, donc jugez. À quel point c'est mauvais n'a pas beaucoup de sens. Cela ne serait pas objectif. Parce que, si cette histoire couvrait au moins les 3 derniers cycles, on pourrait faire une analogie avec les fractales. Actuellement, c'est impossible. Eh bien, au moins, ce serait. Sur. Il est plus simple de juger, beaucoup plus simple de juger par le volume de liquidation des positions ouvertes sur la bourse CME, parce que nous avons une histoire plus longue à leur sujet. Au moins, la voix de NOK me montre une histoire depuis la fin de 2020. La liquidation a été forte. Sur le CME, la liquidation a été forte, et elle a été historiquement forte pour toute l'histoire de ce graphique. C'est-à-dire, sur 4 ans. Ensuite, ce qu'on appelle le sourire de volatilité. Que dit-il? À gauche, c'est la demande pour les options PU, à droite, la demande pour les options call. Donc, si la partie gauche s'accélère, cela signifie que le marché se couvre davantage contre une baisse, si c'est la partie droite, alors il se couvre davantage contre une hausse. Et si nous prenons les expirations de certaines options à long terme, par exemple, vers l'été, prenons le 30 mai, nous verrons à quel point la prime de risque a fortement augmenté. Et à gauche, nous avons ce pourcentage, c'est la prime de risque. Et à quelle vitesse elle a augmenté dans le temps? Regardez l'inclinaison de ces lignes courbes. Les lignes indiquent la durée, enfin, la portée de leur utilisation. Et une inclinaison moins prononcée. Les primes des options call. C'est-à-dire combien les options call ont augmenté ici au fil du temps et à quelle vitesse les PU ont augmenté. C'est-à-dire, le marché des options a commencé à se couvrir rapidement contre une nouvelle baisse, c'est-à-dire que le marché des options attend encore. Que pour le moment, j'ai fixé l'expiration au 30 mai. Quelle est la probabilité d'atteindre le prix? Où est-il? Actuellement, le pic de la prime est situé à presque 35 000 $. Début de couverture conditionnelle. De la ligne médiane est à 60 à 70 000 $. Ici, ce que le prix peut atteindre ici, avec une forte probabilité, et ici avec une probabilité beaucoup plus faible. Mais ici, la prime est assez. Que le prix atteigne, revienne, quelque part au début de cette couverture à environ 120 à 140 000 $, la probabilité actuelle est à peu près la même qu'à 60 à 70 000. C'est-à-dire que cela n'a pas été observé auparavant. Et vous voyez que les primes ont maintenant embrouillé des prix plus élevés que les primes pour les options d'achat, mais les expirations du 30 mai. Regardons la fin de l'année 2025. Vous voyez, elles ont également augmenté très fortement et rapidement, c'est-à-dire combien de temps la prime a-t-elle augmenté pour la hausse? Vous voyez comme il est si doux, le graphique de croissance et à quelle vitesse il a augmenté pour la baisse. À quelle vitesse la prime pour la baisse à la fin de l'année 2025 a-t-elle maintenant augmenté au-dessus de la prime pour la hausse, atteignant presque 400 000 $? La probabilité est faible, mais néanmoins, la prime pour le risque de baisse est plus élevée. Cela indique un déséquilibre assez sérieux des sentiments. Des grands détenteurs en faveur de la couverture. Pas en faveur des achats, mais en faveur de la couverture. Suivant. Le skew delta de 25%. Le soi-disant. Ce n'est pas la métrique la plus simple. Je ne vais pas expliquer longtemps ce qu'elle signifie, mais gardez à l'esprit que les bosses qui pointent vers le haut indiquent une prédominance des options de vente, c'est-à-dire des options de protection contre la baisse. Et si elles, au contraire, diminuent, le marché commence à se détendre et à s'orienter vers le risque, vers les options d'achat. Alors voilà. Actuellement, au cours de l'année dernière, je vais vous les montrer, nous voyons une augmentation progressive de la prime de risque
à chaque nouveau pic. Il dépasse le précédent. Et ce, avec une durée de 1 mois, 3 mois et 6 mois. Tous suivent exactement le même schéma. Chaque nouveau pic est plus élevé que le précédent. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle itération, le marché augmente. La prime de risque de baisse. Tant que cela continue, il est moins probable que le marché passe à la hausse. Il doit se stabiliser, il doit trouver l'équilibre du marché, doit comprendre qu'il n'est plus autant sous pression qu'avant. Et continuer ce mouvement vers le haut, par exemple, ou bien la pression continuera et tout ira mal. Trump va détruire toute l'économie et nous irons vers une situation de type Venezuela, c'est-à-dire que c'est à peu près l'état actuel des marchés d'options. Les options ont été globalement utilisées pour se couvrir. Nous avons atteint des valeurs maximales en termes de couverture par option. Ce qui, lors de l'attaque iranienne, c'était justement à la mi-avril, puis la chute de juillet le 5 août. Et ici, il y a eu une autre vague plus proche des niveaux du 5 août. Nous avons atteint ces pics, mais, comme vous pouvez le voir, même en 2024, cette valeur a été atteinte 4 fois. Actuellement, nous l'avons atteinte seulement 2 fois. Cela ne signifie pas qu'elle sera atteinte 4 fois, mais, compte tenu de l'ensemble des facteurs que nous avons, elle pourrait être testée encore plus de fois. Cette valeur concerne le niveau de couverture. Alors, passons maintenant à la partie la plus intéressante. Quelle perte le marché a-t-il subi? Et sur cette métrique, nous avons la perte non réalisée des détenteurs à court terme. L'âge des cohortes. L'âge. Je rappelle que dans le cadre de la blockchain, les détenteurs à court terme sont tous les détenteurs de Bitcoin qui conservent leurs pièces. Pas plus de 155 jours. Au pic, notre perte a atteint une valeur. Quelle est cette valeur? C'est-à-dire comment cette métrique est-elle calculée? Elle considère que la perte, c'est une perte non réalisée. C'est-à-dire combien de pertes non réalisées il y avait. Des pertes non vendues. En bref, à ce moment-là, en main, et le 10 mars, lors de ce pic de chute. Pour les investisseurs à court terme, il y avait environ 20% de pièces en perte au pic par rapport à leur nombre total qu'ils ne conservent pas. Nous avons ici également 4 lignes, non, même 5 lignes. La moyenne et les écarts-titres. Les lignes vertes et orange représentent -1 et +1 écart-titres. Les lignes bleues et rouges représentent respectivement -2 et +2 écart-titres. Nous nous intéressons actuellement uniquement aux lignes orange et rouge. Ce sont ce qu'on appelle les lignes de douleur maximale. Elles sont particulièrement intéressantes sur les marchés haussiers car elles déterminent les pics et les creux de toutes les corrections des marchés haussiers. MMM. Au niveau de la douleur. Au niveau de la douleur, nous sommes arrivés à l'état du 5 août. C'est-à-dire que nous avons pratiquement touché la ligne des 2 écarts-titres. Cette même ligne, d'ailleurs, est historiquement la zone qui sépare le marché haussier du marché baissier. À l'exception des grands bouleversements, bien sûr. C'est-à-dire que oui, si nous prenons la situation de mai 2021, c'est-à-dire un coup sérieux pour la crypto, contrairement au fond, ici. Il est possible de franchir cette ligne. Actuellement, il n'y a rien de concret contre la crypto. Et dès que nous franchissons cette ligne, dans des conditions normales, sans situation de force majeure, comme une interdiction, un effondrement de la crypto, une bourse ou le Covid, c'est une transition progressive vers un marché baissier. Comme, par exemple, cela a été le cas à la fin de 2021, début 2022. Ici, j'ai mis en évidence. La même chose s'est produite en 2017. La frontière séparant le marché haussier du marché baissier. La voici. Ensuite, la situation passe à un marché baissier. Pour l'instant, cela ne s'est pas produit, les pertes ont été importantes. Les pertes sont comparables à celles du 5 août à un moment donné, mais n'ont pas franchi le niveau de double écart-type vers le haut. Tous les gens en rouge, nous ne l'avons pas franchi, c'est bien, c'est bien. Cela signifie donc que le marché est encore dans une phase haussière. Et même si le Bitcoin a chuté de 30%, nous pouvons encore repartir à la hausse d'ici, et je le vois à la fois sur la blockchain et sur les indicateurs, directement sur le graphique.
Mais je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, ou Emalinite, sur le graphique, la séparation entre les marchés haussiers et baissiers. Bien que la correction ait été forte. Maintenant, si l'on s'éloigne de tous ces calculs complexes, et que l'on regarde simplement en termes d'argent. Combien les investisseurs à court terme ont perdu au cours des 30 derniers jours? À ce jour, ils ont perdu des milliards de dollars. Ils ont subi une perte nette. Des milliards. C'est en termes d'argent. Et cette perte est bien sûr déjà plus importante que la perte. Et en juillet, en août et en septembre-octobre 2024. Mais pour une raison simple, elle est plus importante. Parce que ici le prix était autour de 60 à 55. 65 000 dollars et maintenant il était autour de 80 à 85 000 dollars respectivement. Plus le Bitcoin est cher, oui. Plus les pertes seront importantes si nous vendons autant de Bitcoin, mais, même dans ce cas, nous n'avons pas franchi la phase de pertes catastrophiques qui ont été observées lors de la transition vers un véritable marché baissier. C'est-à-dire, par exemple, ici, comme je l'ai déjà dit, fin 21, début 22. Même là, lorsque le prix était déjà en dessous de 40 000 dollars, à ce moment-là, les pertes étaient plus importantes qu'actuellement à 70 à 80. C'est la véritable transition vers un marché baissier. Ici, c'était. Ici, c'est pour l'instant juste une zone de perte profonde, mais pas une transition vers un marché baissier. Plus loin. En plus de cela, pour ajouter de l'optimisme, disons, les détenteurs à long terme, l'argent intelligent, comme vous voulez les appeler, appelez-les indicateurs binaires, c'est-à-dire que je vous l'ai souvent montré auparavant, je vous le montre maintenant aussi, dans une interprétation légèrement différente, mais le sens ne change pas. Voici cette ligne. Cette ligne. Enfin, la courbe qui montre la quantité de Bitcoin détenue par les détenteurs à long terme. On peut voir comment ils ont vendu ici, et ont commencé à accumuler. À partir de fin février environ. Ce n'est pas un processus rapide, ils ne retournent pas immédiatement le marché, ils commencent juste à accumuler. C'est-à-dire que cela ne se fait pas rapidement. Ici, ils ont également commencé à accumuler. Quelque part en avril 2024, lors de la première baisse après l'attaque iranienne. Et avant, la prochaine hausse, ils ont accumulé assez longtemps, avant la victoire de Trump. Beaucoup de temps s'est écoulé. Cela ne signifie pas que cela prendra autant de temps maintenant, mais gardez à l'esprit qu'ils ne retournent pas rapidement. La tendance. Le fait qu'ils aient cessé la pression par les ventes, c'est vrai, c'est le cas, et c'est bon pour le marché. De plus, ces ombres, dites par le bas, montrent combien de jours, dans une fenêtre de 15 jours, les détenteurs à long terme vendent leurs pièces. Nous avons également ici un écart type positif avec des lignes vertes et un écart type négatif avec des lignes rouges. Mais au pic, nous avons souvent atteint ce plus un écart type. Et maintenant, c'est tout. Nous voyons que la grille binaire a disparu, ici nous avons un plateau, une zone blanche. Nous voyons que la pression des détenteurs à long terme a cessé. À ces niveaux, ils ne veulent plus vendre. Et de plus, il existe une telle métrique. La soi-disant douleur forte pour les détenteurs à long terme, qui montre le niveau de leur vente, quand ils partent quand même avec un profit, mais retirent leurs jetons de la table lorsqu'ils ressentent un grand risque sur le marché, qu'ils peuvent même rester. Et pas seulement avec zéro, mais même avec une perte. Et ces barres rouges, qui sont mises en évidence, indiquent précisément ces événements où ils partent avec un profit, mais quittent tout de même le marché. Cela s'est produit au moment où Trump a annoncé la création, là-bas, oui, qu'il créerait certainement une réserve de Bitcoin. Et ajouterait également Cardano, Ripple, Solana. Et bien avant cela. Ils ont retiré leurs jetons de la table après la victoire de Trump, pas au sommet, mais près de ceci. Et avant cela, ils ont retiré leurs jetons de la table après le dump de juillet, et après le dump d'août. C'est-à-dire que ces valeurs les ont effrayés, et maintenant cette valeur les a également effrayés. En général, il y a deux bâtons comme ça, en général, ils ne sortent pas avec un seul. 1, 2, 3 ici. 1, 2, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul bâton. C'est pourquoi ces deux vagues, la deuxième vague, est encore très probable. C'est pourquoi je ne fais rien pour le moment et je n'investis pas tout. Aux prix actuels, précisément dans le cadre de positions supplémentaires à moyen terme. Et j'attends un certain dénouement. Et le dernier graphique est le profit cumulé.
réalisé de tous les détenteurs à long terme, analysés par cycle. Ici, une métrique intéressante. Ce profit, ces colonnes, comme des colonnes, ces montagnes, le premier cycle en 2013 en rouge, puis 2017 en bleu, 2021 en vert et maintenant en noir, le quatrième cycle pour nous en termes de profit, nous montre une valeur non pas en dollars, mais en bitcoin. C'est-à-dire combien de bitcoin net les détenteurs à long terme ont reçu sous forme de profit. Eh bien, par exemple, pendant tout le cycle précédent de 2021, ils ont reçu 3 50 000 bitcoins de profit net, et pour le moment, ils ont reçu 2,5 millions de bitcoins. Et en 2017, ils ont reçu presque 4 millions de bitcoins de profit net. Ce qui est intéressant, c'est que cette même ligne, je viens de vous la montrer. Elle indique combien de pièces se trouvent sur les soldes des détenteurs à long terme. Et si dans les cycles précédents, nous avons vu ces soldes diminuer? Eh bien, sinon jusqu'à zéro, alors assez profondément. À ce stade, il est resté au niveau, pour être précis, a été réduit d'environ la moitié par rapport à son pic. Il a diminué de moitié par rapport au pic. Alors que dans le cycle précédent, il avait diminué de 4 à 5 fois. Plus loin, 0,77. 0,05. Plus de 10 fois. En général, les détenteurs à long terme n'ont pas tellement vendu. Donc, je suppose que ce n'est pas encore la fin. Les cycles sont brisés. J'en ai déjà parlé. De mon point de vue, ils seront étendus dans le temps. Et voici le comportement des détenteurs à long terme. Cela indique que la plupart d'entre eux restent, pour ainsi dire, avec leurs jetons sur la table. Et ils attendent toujours ce passage. Je suppose que ce ne sont pas les détenteurs les plus stupides ni l'argent le plus stupide qui comprennent un peu. Et ils supposent mieux que nous ce qui arrivera au marché ensuite et à quel prix ils sont prêts à sortir. Cela ne signifie pas que ce sera demain, ni dans une semaine ou même dans un mois, mais, avec une forte probabilité, cela arrivera encore. En résumé, encore une fois, tout ce que je vous ai dit est, en regardant le graphique journalier, le Bitcoin doit trouver un équilibre. Équilibre dans quelle fourchette? Je vais maintenant montrer approximativement cette fourchette qui est significative pour moi. Et en sortant de cette fourchette, soit nous continuerons la tendance haussière, soit nous passerons définitivement à une tendance baissière. Voilà, pour moi personnellement, c'est actuellement la zone d'incertitude. C'est-à-dire la limite supérieure, probablement cette limite supérieure, c'est-à-dire environ 94 à 97 000 dollars. Si nous dépassons, nous continuons la tendance haussière. La limite inférieure, pour moi maintenant, c'est environ. Ces sommets, le début, c'est environ 73 à 60. Mais pour ne pas être directement jusqu'à 67 000 dollars, voilà la limite inférieure, nous passons en dessous. C'est un passage à la tendance baissière tant sur le graphique que sur tout pied métrique de la blockchain. En conséquence, ce large éventail, malheureusement large, parce que j'analyse le graphique journalier, je ne travaille pas en intrajournalier. Je ne peux pas entrer par le haut et par le bas, car je ne travaille pas avec des unités de temps de scalping. Spécifiquement sur la crypto, je travaille ici avec le journalier et l'hebdomadaire, donc pour moi, c'est à peu près d'ici à là. Et cette zone est une zone d'incertitude ici. Je suis prêt à prendre des positions longues, en bas, et à vendre à découvert en haut, vendre à découvert pour protéger mes positions à moyen terme restantes, et prendre des positions longues sur les moments, et les métriques de transition du marché haussier au marché baissier. Au moment où il y aura un niveau maximal de protection de la part des investisseurs à long terme, et, en principe, de la part du marché objectif. C'est ma conclusion. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Donc, pas mal de temps. C'est déjà écoulé. Si vous avez aimé cette revue, cliquez sur J'aime. Je comprendrai que ce format vous intéresse et je m'efforcerai de le faire plus souvent. Et plus en détail. Merci à tous, bonne journée. C'était Mozart en ligne et au revoir à tous.